Bonjour tout le monde, bienvenue dans une réaction à un trailer un peu plus décontracté que d'habitude. Déjà je suis pas coiffé, je fais cette vidéo un petit peu rapidement, c'est pour pouvoir mieux planifier mon planning pour les semaines à venir et les jours à venir. J'essaye de me libérer du temps pour le Pourquoi Cherche un Traiteur parce qu'on approche de la fin de l'année et il est toujours pas sorti. Donc voilà, j'essaye de me libérer du temps à côté et c'est pour ça que l'activité de la chaîne est un peu plus réduite et on reparlera d'activité de la chaîne un peu plus tard dans l'année. Mais j'avais envie de faire une vidéo un peu plus tranquille et alors que j'ai déjà vu le trailer de John Wick 4, c'est du porno pour les yeux. C'est extraordinaire. C'est un orgasme visuel. Et du coup, je me suis dit, on va faire une petite réaction là-dessus. Alors, réaction à la bande-annonce, j'ai déjà vu la bande-annonce, donc je vais pas réagir véritablement comme si c'était la première fois que je la voyais. Mais j'avais envie de revenir sur les images du film parce qu'elles sont juste extraordinaires et je pense que je vais m'amuser à décrire comment est-ce qu'on a pu les faire, etc. C'est plus la partie analyse d'images qui m'intéresse dans cette vidéo-là que la partie réaction. Allons-y du coup pour le trailer. J'ai changé de clavier récemment. J'ai un petit truc graphène et noir, un truc assez joli. Donc voilà, allons-y. Du petit lait pour les yeux. Regardez ça, rien que le premier plan. You think your wife can hear you? No. Then why bother? Maybe I'm wrong. You're going to die. Maybe not. Goodbye to you, my trusted friend. C'est New de day is dawning. New ideas, new rules, new tous management. les jeux de lumière dans les décors. Since we were minor, dear. Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat. Ils trouvent des décors en plus à chaque fois. C'est absolument dingue. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. I was the black sheep of the family. Man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. Goodbye, my friend, it's hard to die. Ces répliques sont quand même pas extraordinaires. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça en France? Ces répliques sont quand même extraordinaires. Je vais avoir besoin d'un flingue. C'est pas le plus haut niveau littéraire, mais ils arrivent à rendre ça tellement cool. The table will honor its word. Il y a plein de très bons plans à Paris. You'll have your freedom. It's hard to die. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise It's hard to die. will result in execution. Là, ils jouent avec la flotte, un truc qu'ils avaient jamais vraiment intégré dans leur truc. Just have fun out there. Ça se passe à Paris parce que du coup le mec qui doit assassiner est français, je crois, du coup. Oui, alors ça c'est... Quand tu te promènes à Paris, tu passes un angle de rue comme ça, tu vois ce genre d'escalier, tu te fais mais... On devrait avoir eu 17 scènes d'action extraordinaires qui devraient s'être passées là-dedans, quoi. Peut-être qu'on en a eu d'ailleurs, qui sont un peu moins connus. Si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à les citer. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. It's hard to die. Est-ce que c'était aussi bon pour vous que pour moi? Je trouve ça vraiment incroyable cette saga, c'est des mecs qui ont du coup commencé en bossant sur Matrix et qui ont complètement absorbé cette idée de filmer l'action de façon extrêmement esthétisée en important énormément de l'action asiatique avec du coup l'implication de l'acteur principal qui fait la plupart de ses cascades. Il les fait pas toutes. D'ailleurs, il est très humble à ce niveau-là, le Keanu Reeves, alors qu'on le voit s'entraîner pendant des heures, suer, complètement trempé comme il sortait d'une douche alors qu'il est en train de faire de la boxe et des machins, et il vient quand même humble sur le truc, dire non, je fais pas toutes mes cascades, il y a des gens très talentueux qui font ça à ma place, etc. Mais c'est vraiment incroyable ce côté, on va faire les scènes d'action, le film d'action les plus esthétiques du monde. Et on va juste réussir à développer un environnement qui marche extrêmement bien. C'est un peu comme Avatar. Le scénario de John Wick est extrêmement simple, mais c'est tout l'environnement en fait qui rend ça intéressant. Et tous les petits détails qu'il y a par rapport au truc, c'est par exemple le transfert, le simple fait qu'il y a un transfert à la base de la mort de sa femme par rapport à son chien. Il y a déjà un symbolisme qui est plus élevé et poétique que le film de revanche de base en fait. Le film de revanche de base, c'est toujours le mec qui veut se venger de celui qui a tué sa fille, de celui qui a tué sa femme, etc. Ce petit twist en plus de rajouter, non, il a tué son chien, et à la page tu fais, qu'est-ce qu'on en a à foutre du chien? Il a tué son chien et il a volé sa voiture, alors
Évidemment, tu sais très bien que c'est grave qu'on tue ton chien, mais tu bases un film là-dessus, tu bases la revanche entière d'un mec sur le fait qu'on a tué son chien, c'est un peu rigolo quand tu le penses comme ça, et quand tu, du coup, tu vois le film la première fois et que tu as cette révélation de « Ah non, en fait, le chien, c'est un symbole par rapport au deuil de sa femme, donc il y avait un transfert déjà sur le chien, donc tu as tué l'objet du transfert déjà du deuil à la base. » Donc là, du coup, tu comprends les couches qui sont ajoutées au-dessus, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans quand tu regardes les clichés, les trucs comme ça. Un cliché peut tout à fait être au service d'un scénario. Il suffit de voir comment est-ce que tu le traites, comment est-ce que tu l'amènes, et comment est-ce que tu enrobes ensuite tout le monde qui est autour. Enfin voilà, c'est vraiment une saga qui est extraordinaire, John Wick. Et ils essaient vraiment de faire des trucs qui sont très très cool. Et donc pour ce qui est de l'analyse d'image, donc on peut commencer par ce premier plan qui est extraordinaire dans une église qui profite parfaitement de toutes les lignes de fuite et de toute la perspective qu'offre du coup l'église, un lieu qui est relativement étroit mais extrêmement long, ce qui fait qu'en plus filmé en grand angle comme ça, quand tu augmentes les distances, tu as absolument tous les détails des murs sur les côtés qui s'éloignent un petit peu grâce au grand angle, avec un angle différent. Tu verrais pas les choses de la même façon, l'hôtel aurait l'air plus proche et moins éloigné, donc la pièce globale aurait moins cette sensation de profondeur, et tu verrais moins des détails qui sont sur les murs parce qu'ils seraient moins étalés sur une distance, seraient plus rapprochés, donc ils finiraient par se confondre les uns avec les autres, les bords des colonnes finiraient par se mélanger un petit peu et former une surface qui serait un petit peu plus plate. Rien que le choix de l'angle est vachement intéressant. Le choix de où placer la caméra aussi, vous voyez qu'elle est placée à hauteur de cul dans une chaise. C'est particulier comme hauteur, mais ça te met du coup, ça te permet d'avoir les chaises déjà qui arrivent beaucoup plus près de la caméra et qui te permettent du coup de marquer un premier plan, un premier palier de profondeur qui est beaucoup plus proche de la caméra, ce qui fait que tout le reste va te paraître encore plus éloigné en fait. Si t'as pas les chaises qui sont sur le côté, l'endroit fait un peu plus vide. Et si tu les filmes d'un peu plus haut, ça fait un peu plus quelconque, parce qu'on a juste le haut des chaises qui se mélange un petit peu dans le sombre, etc. Là, du coup, avec le cul des chaises, je sais plus comment ça s'appelle, tu as la partie la plus claire de la chaise qui est à l'écran, qui du coup capte la lumière et qui te permet de bien marquer la ligne de profondeur, plus que si ça avait été filmé d'un peu plus haut. Ça pourrait aussi marcher si on l'avait filmé d'un peu plus haut, hein, on pourrait traiter la lumière différemment, mais se mettre assez bas comme ça fait aussi ressentir toute la hauteur de la pièce en fait. Plus t'es près du sol, plus le plafond a l'air grand. C'est pour ça que quand vous étiez petit, tout avait l'air beaucoup plus grand. Plus on est près du sol, plus les choses ont l'air grandes. Et donc là, ça permet de encore plus faire ressortir la démesure de l'église. Et puis on voit du coup, en termes de colorimétrie, un jeu, bon d'abord à la base sur la couleur jaune, une couleur assez chaude, mais dans un environnement qui est assez sombre. Il y a un côté un peu clair-obscur du coup, un peu caravagesque, qui est une forme de peinture qui mélange énormément des noirs extrêmement profonds et puis juste un petit ray de lumière qui débarque. Presque tout est dans l'ombre, et John Wick lui-même, qui est au centre de l'image et qui attire l'attention, est dans l'ombre et se distingue par rapport à ce petit espace de luminosité qu'on a seulement au fond, un petit peu légèrement sur les côtés, mais qui sont pas prédominants dans la pièce. On voit plus par exemple les colonnes qui sont dans l'ombre et qui sont principalement sombres. Donc ça fait tout ça fait quelque chose de magnifique en termes de composition. Tu pourrais complètement voir ça comme une composition pour un tableau, le couronnement de je sais pas quel roi, tu mets Napoléon au fond, qui se met sa couronne lui-même évidemment, et ça ferait un tableau quoi. Donc c'est magnifique. Et je soupçonne, vu comment est ce plan là, tu vois que ça a été sur le plan le plan de travail, le découpage, le plan au sol par rapport au placement de la caméra. Tu vois qu'ils se sont dit on va faire le plan large d'abord, puis on aura juste à rapprocher la caméra et on sera déjà mis en place pour le plan d'après, qui profite à peu près de la même lumière et de la même composition. Donc encore une fois, ce travail du clair-obscur. Et on remarque qu'il y a un seul lieu de cette église qui est plutôt bleuté, et il apparaît du côté du méchant, et le méchant, c'est Donnie Yen, je crois, et on le retrouve à la fin dans un combat, et je crois que c'est le même lieu que là où il y a le cerisier qu'on va voir dans quelques secondes, et il y a un énorme travail du bleu et du rouge dans ce cas. J'ai l'impression qu'en fait, chaque camp a une teinte particulière, une teinte qui serait propre au niveau de la lumière. C'est peut-être un truc qu'ils auront travaillé du coup dans ce film-là. Et du coup, j'ai l'impression que c'est intéressant que le bleu soit derrière lui dans ce plan-là, parce que manifestement, c'est une couleur qui va l'accompagner dans certains trucs. C'est peut-être n'importe quoi, hein, parce que je dis ça en se basant sur le trailer, évidemment, mais ça pourrait être un choix intéressant qu'il le fasse ou pas, de toute façon. C'est pour ça que c'est intéressant à décrire, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas à quoi ça sert, ce genre de truc. Parce que t'as pas le film complet, peu importe, ça peut évoquer des idées intéressantes quand même, en regardant les images comme ça. J'arrive pas à savoir, c'est un plan qui revient du premier, celui où il embrasse sa femme, ou on va la revoir un petit peu du coup dans celui-ci, il y aura un peu plus de flashback, on va plus développer, parce que pour l'instant, elle brille surtout par son absence, sa femme. Donc, elle est un peu plus présente dans le 2, je crois. Mais ouais, du coup, peut-être qu'elle va être inclue dans le film, dans une séquence de flashback ou des trucs dans ce genre-là. Je pense pas qu'elle reviendra. Je pense pas qu'elle soit pas morte en vrai ou un truc dans ce genre-là, mais
Ça pourrait être intéressant qu'elle joue un rôle dans le truc, au niveau flashback, qui pense un peu plus à son deuil qu'à se défendre. Goodbye to you, my trusted friend. Alors là, voilà, comment juste mélanger deux couleurs primaires en plus, bleu et rouge, peut donner des compositions extraordinaires. Déjà, on a tout le travail des courbes qui dessinent, qui composent l'image de façon intéressante. La courbe de cette espèce de hall là qui est au premier plan, rouge, et la petite lumière néon blanche qui est sur le bord du trottoir à côté du buisson. Ça fait deux courbes qui t'amènent vers le centre de l'image, qui t'amène à regarder du coup le bâtiment, et le bâtiment ensuite quand tu le vois derrière c'est juste une vague, donc ça t'accompagne complètement à regarder l'étendue du bâtiment, le reste du truc. La pointe rouge un petit peu cachée quelque part, mais non, ce qui est super beau dans cette image par exemple, c'est comment est-ce que les reflets devant c'est de ce côté là pour vous, comment est-ce que les reflets en dessous du hall rouge se mélangent. T'as un reflet rouge énorme sur le plafond, et au sol, tu vois que pourtant t'as énormément de reflets bleus, et du coup ça fait un contraste énorme entre les deux, et ils se mélangent à niveau du sol à certains endroits. C'est probablement cette lumière là du coup qui se reflète sur le haut du truc, mais du coup ça fait un mélange très joli de couleurs, et le plus beau mélange de couleurs c'est le rouge sur les piliers en métal, les pylônes en métal de la façade de l'immeuble, qui capte du coup la lumière rouge qui est manifestement plus sur le sol. Et la diffuse, du coup, ça fait une ligne qui ramène un petit trait ensuite de couleurs dans le bleu, et ça fait un mélange comme ça des couleurs. C'est comme pareil comme de la peinture, comme si tu avais eu un peintre qui avait fait des lignes, et puis avec certaines techniques où tu prends ensuite une tige en bois ou un outil quelconque, et tu étales ensuite la peinture. Et t'as l'impression qu'ils ont fait ça sur la façade, quoi. C'est très très joli. Avec l'arbre en plus qui compose bien l'image, du coup tous les côtés de l'image sont bien occupés. D'un côté t'as le truc donc le préau circulaire, et puis la petite pyramide rouge, et de l'autre côté t'as l'arbre qui est une petite masse sombre qui se distingue du coup sur le reste lumineux du bâtiment, et en même temps tout ça est de nuit, en pénombre, ce qui permet les reflets sur le sol qui est évidemment mouillé. Ça revient dans toutes les vidéos, il y a une scène de nuit parce que les chefs opérateurs adorent foutre de l'eau sur le sol, mouiller le sol. Parce que ça crée des reflets magnifiques du coup devant, et donc bien évidemment ici aussi le sol a été complètement mouillé, surtout dans John Wick. Et ce plan-là aussi est magnifique. Encore une fois, composition du cadre extraordinaire, enfin comme à quel point c'est parfaitement occupé, composé. Le bâtiment lui-même est pas forcément tout à fait au centre, ou si? Si, le bâtiment est parfaitement au centre, et t'as la petite lumière qui est exactement, pour vous de ce côté-là, la petite lumière qui est placée exactement au même endroit où s'arrête l'arbre, le cerisier qui est à côté. Donc déjà dans la composition c'est parfait. John Wick est un petit peu décalé sur le côté, du coup ça rend la composition un peu plus originale et un peu plus intrigante que s'il avait juste été au centre du cadre, qui est plus classique. Et encore une fois, ces oppositions entre le bleu, qui est quasi pas présent du coup dans l'image, mais on le voit un petit peu sur le bâtiment, aussi sur le costume de John, et cette lumière rouge qui envahit tout le truc. Donc le rouge qui est sur le bâtiment lui-même, qui est à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait plusieurs tonalités de rouge différentes sur un même bâtiment. Ça va du rouge très pétant, le rouge qui devient quasi blanc du coup tellement il est chaud, au rouge un peu plus diffus et un peu sombre. Donc déjà d'un dégradé magnifique inclus dans le décor, avec en plus les petits volets qui participent encore à diffuser la couleur, qui rappellent aussi les barres métalliques de la façade du bâtiment d'avant, qui ramènent un petit peu de traits de rouge aussi dans ce truc-là. Et c'est la même chose, c'est un trait de rouge comme ça qui s'étale sur le bâtiment sur tout le côté. Et le cerisier en fleurs qui, justement, c'est pour ça que le plan rend aussi bien. Si vous remarquez bien, vers le fond de l'image, le fond du cerisier en particulier, on voit que ça recommence à devenir blanc parce que la plupart de la lumière rouge a été interceptée ailleurs sur le cerisier. Mais la raison pour laquelle le rouge ressort autant dans l'image, c'est parce qu'on a braqué un projecteur de lumière rouge directement sur les cerisiers, et le blanc est la surface qui absorbe le plus la lumière. C'est pour ça que le blanc est quelque chose de très difficile à traiter dans un décor, par exemple, quand t'as un grand mur blanc, c'est toujours très chiant, parce que dès que t'amènes une couleur un peu différente, le blanc ça s'adapte complètement, enfin ça se fait complètement parasiter par cette couleur-là, mais tu peux jouer avec, en attirant du coup sur cette surface blanche, cette lumière rouge extrêmement forte, et du coup assez vive, qui fait que ça se distingue énormément par rapport au fond, et du coup c'est quasi sursaturé sur le cerisier, mais ça fait de magnifiques petites touches comme ça. Encore une fois, ça fait presque tableau, quoi. T'as l'impression que c'est un truc impressionniste avec des petites taches de rouge qui débarquent au-dessus d'un truc sur lequel le mec a juste étalé du rouge et passé une grosse raclette pour faire un mouvement. Enfin, il y a quelque chose de très pictural dans cette composition de l'image. La valeur de plan typique qui précède le duel.
C'est le personnage filmé de la tête jusqu'au Stetson, et pour pouvoir avoir le mouvement complet du corps s'il se met à dégainer, etc. Et donc ça, c'est typique d'avant un duel. Plan suivant, pareil. Alors là, on arrive à un truc un peu plus proche du personnage, plan épaule, avec de dos pour que ça fasse le petit truc un peu rebelle, etc. Enfin, c'est une position qui est classique. Mais on voit surtout très nettement l'opposition entre le bleu qui est entièrement sur lui et le rouge, qui se distingue d'autant plus que le bleu est dans le net et le rouge est partout dans le flou. Donc là aussi, il y a quelque chose de magnifique dans la composition de l'image et le jeu sur les couleurs et le mélange des couleurs. Et là, il y a un petit plan qui est pas très intéressant en soi, c'est un plan taille sur un groupe qui avance dans un couloir, mais c'est pour montrer justement qu'il y a ce code couleur bleu et rouge qui a l'air d'être associé je sais pas si ce serait des Yakuza par exemple, parce qu'il y avait déjà eu des Japonais dans le 3, donc peut-être qu'ils sont à nouveau de retour, ou si c'est un autre pays asiatique, mais tu vois que cette faction-là en tout cas va être représentée par une opposition entre le bleu et le rouge, à moins que ce soit parce que c'est la scène du climax à nouveau, et que du coup tous les personnages se retrouvent dans cet environnement-là, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont collés au rouge et au bleu. Je parle de ce plan pour montrer que il y a clairement une tonalité rouge et bleu qui va être discutée dans une scène particulière qui va beaucoup mélanger ces deux couleurs-là. Là, un travail de lumière intéressant sur ce gros plan, parce que on sait depuis que c'est devenu une lutte mise en avant par les artistes hollywoodiens, que les artistes à peau noire sont particulièrement difficiles à éclairer, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'artistes afro-américains ou africains en général avec des peaux très très sombres dans la plupart des médias européens, parce que européens ou américains, parce que effectivement la façon de les éclairer n'est pas du tout la même. Et là on voit que du coup ils profitent à fond de ce gros plan pour pouvoir l'éclairer exactement de la façon qui permettrait de mieux le mettre en avant, avec du coup une lumière qui débarque du bas, je suppose, ça doit être un reflet qui doit venir de la fenêtre qui éclaire aussi son crâne, qui doit tomber au sol et revenir dessus, en tout cas dans le contexte, mais je suppose que eux ils ont mis un projecteur directement en dessous de son visage pour faire l'ombre exacte, enfin la lumière et les ombres exactes qu'ils voulaient, et la lumière est parfaitement au bon endroit pour que ça rende pas son visage illisible, et là c'est vrai que ça touche parfaitement son menton, sa lèvre supérieure, le sommet de ses yeux, de ses paupières, etc. La lumière est placée de façon parfaite dans ce plan. Et du coup, la fenêtre se reflète sur son crâne chauve, du coup, et c'est du coup intéressant d'envoyer une lumière très directe, très forte sur cet endroit-là. Il est possible que ce soit pas un reflet de lumière. Je pense que, surtout vu à quel point c'est parfait comme reflet, c'est peut-être un kino qui est directement sur le truc. Un kino, c'est tout simplement comme un tube, mais c'est en plastique et pas en verre, parce que c'est beaucoup plus pratique sur un tournage, ça se casse pas, etc., etc. Mais donc je suis quasiment sûr qu'en fait c'est juste un kino qui est juste au-dessus de sa tête et qu'ils ont rapproché le plus possible pour être sûr que le reflet tombait parfaitement au-dessus de son crâne, et que ça découperait parfaitement son visage. Donc un très beau travail d'éclairage d'une peau sombre, du coup difficile à éclairer, dans ce plan-ci, qui en a besoin, parce qu'on voit que à nouveau il y a un travail énorme des ombres dans ces intérieurs. Dès que c'est pas directement dans la lumière, c'est sombre quoi dans la salle. Donc évidemment avec une peau sombre, il faut mieux que tu sois parfaitement éclairé. Et il l'est. Alors c'est pour ça que je dis que peut-être que chaque section a une couleur propre, parce que là manifestement c'est pas du coup les asiatiques, ils ont une couleur, une ambiance de couleurs complètement différente autour d'eux, qui est devenue verte. Est-ce que c'est parce que c'est un lieu différent, ou est-ce que c'est parce que ce groupe-là en particulier va être associé à une couleur dans le film? Encore une fois, c'est un truc qu'ils n'ont pas fait dans les autres, mais ça pourrait être intéressant. Ce qui est intéressant au niveau de la lumière verte, c'est que donc il y a quelque chose, probablement un décor dans le coin qui émet de la lumière verte, et c'est pour ça que ça leur arrive sur la gueule comme ça. Ce qui me fait marrer, c'est dans le fond, vous voyez, pour que la tête du soldat par exemple se distingue bien du reste du décor, il y a un projecteur qui a été foutu dans un buisson quelque part, avec une grosse feuille de gélatine verte. La gélatine, c'est tous ces trucs de plastique que tu mets... attendez, j'en ai d'autres. C'est ces petites feuilles-là que tu mets devant les projecteurs pour que ça change, du coup, la couleur de la lumière qui débarque dans la scène. Et donc là, il y a clairement un spot avec une petite gélate posée dessus, comme ça, qui est juste là pour foutre un rappel de lumière dans le fond de l'image, et permettre aux éléments qui seront dans cet endroit de l'image de se distinguer, de la même façon qu'il y a la lumière qui débarque sur les buissons aussi qui sont à côté. Et puis évidemment, il y a cette installation centrale, ce portique, avec de la lumière partout. Ça doit être une installation architecturale quelconque, ça peut être une œuvre d'art qui est basée sur la lumière, sur un truc dans ce genre-là, ça peut être n'importe quoi, c'est juste, ils ont réussi à trouver ce truc ultra intéressant en termes de lumière dans un décor. Le décor aussi d'ailleurs intéressant. Il y a un côté brutalisme, le décor très bétonné, enfin architecture très bétonnée je veux dire, dans le reste du décor avec ces grosses poutres en béton là qui ont l'air de partir dans le fond. Je sais pas ce que c'est comme environnement, mais ça donne un décor qui est ultra intéressant là pour cette scène. Visuellement encore une fois c'est magnifique. Et là on revient aux asiatiques,
dans un autre environnement sans doute, parce que j'ai pas l'impression que ce soit le bâtiment qu'on a vu l'autre fois. Et à nouveau, vous pouvez voir que dans le décor, bleu et rouge sont énormément opposés, avec là aussi, directement intégrer la lumière dans le décor avec le néon qui est derrière. Il y a un gros spot rouge qui doit être sur le côté de l'image là, qui leur renvoie énormément de lumière sur le côté, et quelques lumières blanches classiques pour rendre le reste de l'image assez lisible. Si tu mets de la lumière rouge sur du bleu, ça fera du noir. Donc c'est pas, il faut qu'il y ait de la lumière normale si tu veux que le bleu puisse se voir par exemple, avec le gros spot de lumière rouge qui est dans le truc. Et j'ai l'impression qu'ils aiment bien travailler quand ils montent déjà les néons en général, mais notamment le côté ligne des néons. On retrouve beaucoup de lignes un peu partout dans toutes ces lumières et dans tous ces cadres. Et là, pour le coup, on vient de passer au français, et là, on a principalement de la lumière plutôt jaune. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que chaque clan va peut-être avoir son propre truc. Cela dit, l'homme de main qui est derrière, là, je crois que c'est le même mec qui était dans le truc vert. Donc non, les clans ont pas une couleur chacun propre de leur truc, ce sera en fonction du décor. Il y a encore une fois, c'est la deuxième fois, je crois, rencontre avec un grand mafieux, ou un grand chef de je sais plus comment s'appelle leur truc, l'ordre, la table, c'est ça le truc, leur grande organisation. Et il y avait la même chose quand il rencontrait Santini dans le 2, qui était lui aussi caché entre guillemets dans un musée. Et encore une fois, je vous dis cette idée de montrer que le cinéma d'action c'est aussi de l'art, montrer tous ces gros bâtiments architecturaux et tourner des scènes dans des musées, c'est à fond l'idée qu'ils essayent de présenter avec leur film, quoi. L'idée que l'action c'est de l'art, comme le fait c'était le 2 ou le 3, je sais plus, qui commence avec un accident de moto dans la rue et sur un des murs des bâtiments est projeté un vieux film burlesque des années 20-30 avec du coup c'était là le grand début des cascadeurs, avec à l'époque en plus zéro sécurité, ils faisaient des trucs de dingue pour les films. Et donc voilà, cette idée de tourner de plusieurs scènes dans des musées, c'est complètement l'idée de montrer que le cinéma d'action c'est de l'art, c'est sa propre forme d'art. Ce qui fait d'ailleurs, je pense que c'est notamment depuis que John Wick est sorti qu'on commence à avoir des films comme ça, qu'on commence à avoir beaucoup de réclamations pour un Oscar des meilleures cascades, pour reconnaître du coup tout le travail, tout l'artisanat qui est mis derrière ce domaine du cinéma. Et on note là aussi dans la construction de l'image, il y a quelque chose qui est assez sympathique. Voilà. C'est un plan dans un film, donc du coup, on pense moins à la composition d'images en ce sens, parce que généralement, on compose les images de la façon dont je vais le décrire là, plutôt pour des photos fixes, qu'on a le temps du coup d'analyser et de regarder. Sur un plan de cinéma, il faut que ce soit lisible assez vite, donc on évite de faire des trucs trop compliqués. Mais il y a quand même une belle composition de l'image avec le premier plan flou de John Wick, qui t'emmène au méchant principal avec du coup la ligne du canapé, qui est brisé à angle droit complet dans l'environnement lui-même. À l'image, c'est pas un angle droit, mais dans l'environnement, c'est coupé à 90 degrés avec les chaises qui amènent du coup ton regard jusqu'à l'endroit où il y a l'homme de main, et ensuite ça rejoint le bord du mur qui va dans la même direction que le canapé, donc la pièce en général va dans une direction, le plan en général va dans une direction, et t'amène ensuite vers le reste du décor qui te permet de regarder les tableaux qui sont derrière, dans le flou, la petite sculpture qui est à côté, etc. Le regard se promène vraiment comme ça dans l'image quand t'as envie de l'analyser un petit peu. Et en même temps, c'est très facile à lire rapidement quand tu lis pas forcément la composition de l'image, en faisant du coup du méchant le seul personnage net du coup dans l'image, et donc ça forcément ça va attirer en premier ton regard dans le plan. Et puis donc travail des couleurs, on voit que le méchant en blanc opposé à John Wick qui a toujours été en noir, des couleurs beaucoup plus chaudes dans cet environnement-là, le rouge, le jaune, de la lumière. Et comme vous voyez, encore une fois, je vous ai dit, le blanc absorbe toutes les couleurs. Vous voyez le petit truc de jaune qui débarque de la fenêtre, de lumière jaune qui débarque de la fenêtre. Ça rend son costume entièrement jaune. Si le reste de la pièce était éclairé comme ça, on aurait l'impression que son costume est jaune. Donc, je dis vraiment, le blanc, c'est très particulier à gérer en termes d'image et de lumière et d'éclairage, couleurs, etc. Je suis en train de me répéter. Là aussi, même sur un simple plan extérieur, c'est intéressant comment il découpe les deux parties. Le monde réel qui va à ses occupations au Jardin du Luxembourg à Paris, je crois, c'est ça, hein, il me semble que c'est ça. Il n'y a pas toutes les chaises dégueulasses, ils les ont toutes retirées. Parce qu'en principe, dans ce cas, il y a des chaises dégueulasses partout, c'est pour ça que j'ai du mal à reconnaître au début, mais si. Et donc le monde réel est dans le fond de l'image en flou, principalement avec des lignes de perspective qui viennent vers nous, et d'un seul coup, tu as le monde des assassins qui est celui de John Wick, qui s'impose au-dessus du monde réel, avec une ligne qui est perpendiculaire aux autres, qui casse complètement toutes les lignes de fuite, et qui délimite la zone de netteté derrière laquelle est le personnage. Donc t'as vraiment dans ce plan une vraie séparation, enfin dans cette image en tout cas, une vraie séparation entre le monde des pecnos lambda, des vrais gens, et le monde des tueurs de John Wick, qui est assez intéressant juste dans la façon comme ça de composer l'image et de gérer la profondeur de champ.
Et là, tu vois justement leur travail de la lumière, comment est-ce qu'il s'impose, parce qu'on est dans un décor réel, a priori, où on dépose des urnes, manifestement, je crois reconnaître le truc. Ça doit pas être très courant, donc a priori, c'est néon rouge là qui sont derrière, probablement des kinos, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est probablement l'équipe de tournage qui les a rajoutés, parce que ça m'étonnerait qu'on ait des trucs comme ça dans un vrai cimetière, quoi. Mais c'est intéressant de voir à nouveau le travail que ça fait, parce que il y a une teinte un peu verdâtre ou grisâtre, mais un peu verdâtre en général à ces pierres, qui s'oppose du coup de façon assez intéressante au rouge, puisque le vert et le rouge sont des couleurs opposées. C'est pour ça qu'on les associe beaucoup, notamment à Noël. Ces deux couleurs qui s'opposent et donc qui clashent énormément l'une avec l'autre. Donc quand tu mets un néon rouge dans un environnement qui est plutôt verdâtre, ça fait quelque chose qui est assez marquant en termes d'image, et ça montre bien que dans la plupart des plans, ils essayent d'opposer deux couleurs précises. Donc le bleu et le rouge avec le musée ou le truc du climax là qu'on a déjà vu, peut-être pas le climax d'ailleurs, je sais pas, le vert de l'environnement qui avait des lumières blanches mais un peu bleutées du coup quelque part dans le cadre, donc ça mélangeait aussi ces deux couleurs là, le rouge et le jaune du coup qui se retrouvait chez le français, donc qui est joué par Skarsgård, et le vert et le rouge du coup dans ce décor là, donc on voit qu'ils travaillent beaucoup ce mélange des couleurs qui rend effectivement très très bien et très beau quoi. Il y a un côté, c'est marrant parce que évidemment avec Keanu Reeves, avec ce look-là, dans un truc avec des néons derrière, on dirait un plan de Cyberpunk 2077. Vous trouvez pas? Je n'ai pas joué moi, personnellement, mais ça fait un peu penser à ça, non? Les néons comme ça dans le décor, avec le côté décharné comme ça, la neige qui fond au sol, etc. Et ce plan-là, il est intéressant parce qu'à l'opposé de tous les autres, justement, c'est très désaturé, c'est gris. Il n'y a pas vraiment de teinte, mais c'est même plus très verdâtre, c'est un peu plus bleuté que l'autre plan. Ce serait noir et blanc s'il n'y avait pas la peau du mec au milieu de l'image, quoi. Donc ça permet du coup forcément de bien remarquer son visage. Il y a un joli jeu sur la baie de New York derrière, donc c'est magnifique. Aussi très, enfin c'est pas le plus beau plan du film, hein, mais joli en termes d'image. Mais alors ce plan-là, c'est magnifique, quoi. C'est encore une fois, je crois que c'est le français du coup qui est dans ce truc-là, et donc on voit que lui, encore une fois, entre des couleurs plutôt chaudes, ce décor magnifique, principalement de teinte orange, avec plein de lucarnes dans lesquelles ils ont foutu des silhouettes partout pour jouer avec le contraste à nouveau sur le sombre. Il y a à nouveau un jeu avec les clairs obscurs. Bon là c'est beaucoup plus clair que obscur, et donc du coup ce serait pas trop un clair obscur. Le clair obscur est beaucoup plus obscur que clair. Le clair obscur c'est beaucoup d'obscurité avec une petite nuance de clair quelque part. Là c'est plus beaucoup de clair et un petit peu d'obscurité. Mais il y a toujours ce jeu, quoi, cette opposition entre la partie la plus sombre et la partie la plus claire de l'image, et découper dans chaque lucarne les silhouettes des vigiles qui sont parfaitement répartis dans les différents trucs, qui sont très symétriques dans leur façon d'être posés, les balcons du coup qui se distinguent vachement du reste du truc, qui répondent aussi aux marches au niveau des lignes de l'image. C'est un plan qui est plutôt horizontal, avec juste l'angle de l'escalier qui est parfait du coup pour amener ton regard du premier plan avec les deux énormes chandeliers et puis les deux vigiles jusqu'à l'escalier, et ensuite remonter sur les côtés et voir toute la démesure et la beauté du décor. C'est une composition extraordinaire. Les lumières aussi sont placées parfaitement alignées sur le truc pour qu'il y en ait une parfaitement au centre de chaque balcon, etc. Ah non, niveau composition dans ce film, ça va être mortel. Ça va être extraordinaire. Et là, du coup, l'opposition est au niveau des couleurs, c'est plus orange et noir, peut-être un peu orange et bleu parce que les costumes gris ressortent un petit peu bleu dans le truc, c'est un gris bleuté. Et je pense que c'est ça parce que vous voyez, ça se retrouve, on retrouve un peu ces codes couleurs-là dans ce contre-champ, enfin qui est vendu comme étant le contre-champ une fois qu'il arrive au sommet des escaliers sans doute. Et on respecte le même code couleur, on a du orange partout, du noir et un tout petit peu de bleu qui arrive. Et j'adore parce que il y a les petites fenêtres qui sont derrière et t'as l'impression que les couleurs sont rangées. Alors pas vraiment, parce que le plan est en mouvement, mais t'as l'impression que les couleurs sont rangées, quoi. T'as 3 cubes de blanc, 3 ou 4 cubes de bleu, et puis ensuite 2 cubes de rouge orangé au-dessus. C'est magnifique, quoi. Les ombres qui débarquent dans le truc, les cadres de lumière, les néons orange à l'intérieur, leurs visages qui également sont une partie claire, une partie obscure. Non, c'est très beau. Enfin, en termes de photographie, c'est orgasmique vraiment, quoi. Ici à nouveau, un changement de tonalité sur les couleurs, on passe au vert et bleu, et à nouveau beaucoup de lignes dans le décor pour marquer les profondeurs, pour te permettre d'accompagner un peu ton regard, de sentir que c'est la verticalité du décor aussi. C'est un décor qui va vers le haut, c'est une cage d'escalier. Donc le fait d'avoir des lignes droites te permet de sentir la verticalité du décor. Et encore une fois, on a clair et obscurité dans les mêmes plans.
Ici, très belle scène entièrement en silhouette avec notre John Wick et puis son ennemi qui sont en train de s'affronter devant cette fenêtre qui projette cette grosse lumière intérieure. Il devrait probablement y avoir un spot directement derrière la fenêtre. La pièce est légèrement enfumée pour permettre de bien dessiner les raies qui sont produits par les stores vénitiens qui du coup qui englobent la caméra, qui arrivent autour de la caméra, qui est quasi parfaitement au centre de cette lumière. Même si elle tourne un petit peu, mais la caméra elle-même est dans la direction, au centre des rayons de lumière. Donc ça passe toujours sur ses côtés, ce qui fait quelque chose de magnifique. Et du coup, le jeu en silhouette, avec eux qui se découpent en ombre sur la seule source de lumière de la pièce, teintée de bleu-vert. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi avec John Wick, c'est comme les scènes d'action sont très très bien pensées, certaines n'ont pas besoin d'être graphiques, certaines peuvent simplement être filmées comme ça. Il y avait aussi des plans comme ça dans Atomic Blonde, qui était alors l'autre, c'est pas Chad Stahelski, mais c'est l'autre. Ils sont deux à avoir fait cette boîte. Et c'est le mec qui a aussi fait Deadpool 2. Et je crois qu'il avait fait le même truc dans un plan qui se déroulait au cinéma où il passait Stalker de Tarkovsky. Et t'avais la nana qui se battait avec les mecs derrière l'écran de projection, et du coup ils étaient en silhouette devant le truc. C'est quelque chose qui passe assez bien généralement, qui est assez joli. Une deuxième église d'un style très différent du coup cette fois-ci, je sais pas exactement où on est, mais ça fait un peu latino comme style. Et là aussi jeu sur les lignes de fuite. Là du coup comme c'est ils auraient sans doute une perspective moins intéressante avec tous les bancs du coup les uns derrière les autres. Ils ont pris la scène cette fois-ci de profil et non pas dans la profondeur de l'église. Et on voit à nouveau ici un mélange de teintes. Il n'y en avait pas deux d'ailleurs dans la première église, il y avait juste le jaune et le noir. Et là du coup on a un mélange de bleu et de orange-rouge presque. Donc encore une fois, c'est un petit jeu comme ça à opposer deux couleurs en particulier dans différentes scènes qui permet de rendre quelque chose d'extrêmement graphique, notamment bleu et orange, qu'ils ont évité jusque-là parce que c'est la plus simple et celle qui est la plus couramment faite. Puis alors c'est vraiment magnifique parce que ils arrivent du coup à garder la teinte orangée de toute la pièce avec autant de lumière bleue qui débarque des spots qui sont derrière les fenêtres ou du spot, mais il y a sans doute plusieurs. Avec cette atmosphère très enfumée qui du coup capte bien le truc, t'as vraiment une source de lumière extrêmement bleue au milieu d'une autre source de lumière extrêmement rouge ou jaune. C'est très particulier d'arriver à opposer, à mélanger justement plus qu'à opposer ces deux ambiances. Ils ont fondu le bleu et l'orange en même temps, qui sont en principe des couleurs que tu peux pas vraiment mélanger. Et je trouve, c'est extraordinaire d'avoir un intérieur qui est globalement éclairé en rouge et autant de bleu qui débarque comme ça des fenêtres. Le contraste du coup entre les deux est saisissant quoi. Là vous voyez, je disais, on sent moins la perspective avec ce type de banc là qu'avec les chaises qu'il y avait dans l'autre église. Et en filmant juste le dos comme ça, on a plus une masse sombre et c'est plus compliqué de trouver des trucs. Heureusement qu'il y a la lumière qui débarque du côté, qui éclaire le côté du banc complet, parce que sinon on verrait quasi rien de tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, les chaises et filmer en dessous, c'était une vraie décision de réalisation assez intéressante. Et là aussi, on peut encore une fois voir qu'on oppose très sombre et très clair dans l'image, clair-obscur. Là aussi, vachement intéressant comme travail. Tu opposes les lumières de l'intérieur du métro, qui sont beaucoup plus jaunes et claires, aux lumières extérieures de la station elle-même, qui sont plus bleutées ou verdâtres. Du coup, tu as une opposition entre vraiment la lumière intérieure produite par le métro et la lumière extérieure du reste de l'environnement. Je pense que c'est en intérieur, parce que le reste de cette scène se déroule dans cette station de métro abandonnée. Et on voit des néons qui sont particulièrement bleutés, qui sont d'un côté du quai, alors que de l'autre côté du quai, des néons extrêmement jaunes. Donc ça doit être ce lieu-là dans lequel il sort du métro, ça doit être sa station privée de tueurs en série. C'est rigolo ce jeu sur le miroir, parce qu'on a eu quasiment une scène avec le même miroir dans Matrix Résurrection peu de temps avant. Donc il continue à faire des échos à Matrix, c'est cool. C'est intéressant au niveau du décor. On est pourtant dans un métro, donc si on a envie de faire des jeux avec des lignes de fuite, c'est très facile à faire. Mais comme on est avec le groupe de Laurence Fishburne dans ce film, qui est un groupe de tueurs qui se cachent en tant que SDF dans la population, qu'ils ont un côté extrêmement récup et un peu encombré, c'est le seul décor dans lequel il y a très très peu de jeux sur les perspectives, les lignes de profondeur, trouver des formes géométriques quelconques dans l'image. L'image est juste remplie, c'est un bordel en fait. Il y a plein de petites taches de lumière qui débarquent un peu partout, souvent traitées dans le fond, là, dans ces plans-là. Et quelque part, avec le plan du miroir, John Wick est le seul à ramener un peu de rectiligne et de géométrie dans cet espace chaotique,
Donc c'est intéressant de voir qu'ils traitent les décors aussi et les plans, la composition très différemment en fonction de dans quel milieu est-ce qu'il est dans le film. C'est cool aussi. Goodbye, my friend, it's hard to die. Alors ces séquences-là, c'est incroyable. Je sais même pas comment est-ce qu'il a... Est-ce que c'est des vrais plans ou est-ce que c'est des plans en effets spéciaux? Est-ce qu'il a tourné ça sur des fonds verts dans ce genre-là? Mais c'est tellement impossible de faire ce genre de truc à Paris. Parce que, par exemple, là, ils sont en train de faire une cascade, la voiture fait un wheeling sur le truc. Les mecs vont dire non parce qu'il y a un risque, du coup, quand tu fais un truc comme ça, que bah tu déloges un pavé, par exemple, qui était au sol. Si tu crées un crash ou un truc dans ce genre-là, que tu t'en déloges quelques-uns. Et du coup, bah après, une fois que le tournage est fini, il faut réparer un petit peu ce que t'as fait sur le truc. Et du coup, ça nous fait chier en France. Donc, plutôt que de faire le truc et se faire chier à réparer ensuite, ben on laisse personne tourner ce qu'ils veulent faire. À moins que ce soit des Américains qui auront beaucoup d'argent ou qui peut-être pourront réparer eux-mêmes le nid de poule qu'ils auront créé ou un truc dans ce genre-là. Mais je sais pas comment ils se débrouillent les Américains pour réussir à faire ça, mais nous en France, c'est quasi impossible d'imaginer pouvoir faire ça dans Paris. Aujourd'hui en tout cas, ça s'est fait à une époque, notamment avec les films de Belmondo. Mais enfin aujourd'hui, c'est à part Mission Impossible et John Wick, c'est compliqué d'avoir des films qui s'autorisent ce genre de truc à Paris, quoi. Alors ça, quelqu'un a maté Laurence d'Arabie avant de tourner son film, on dirait. Non, c'est un plan très classique du désert, ça, joué sur le soleil couchant, les formes qui débarquent, etc. Là aussi, encore une fois, on dirait une peinture quelque part, une peinture à l'huile, un truc dans ce genre-là, mais c'est les déformations provoquées par la chaleur, la forme du coup du soleil qui est complètement étrange, les silhouettes qui débarquent mais qui sont même pas totalement sombres parce qu'ils sont devant une telle source de lumière qu'elles peuvent même pas être entièrement noires. Enfin, c'est magnifique, quoi. Il y a un côté abstrait, un petit peu peint dans ce plan-là aussi, quoi. C'est magnifique. Bon, alors après, on a toute une séquence Laurence d'Arabie, donc je vais pas vraiment détailler, mais plan extrêmement large, avec des personnages extrêmement petits, des décors dont on appuie la profondeur, notamment grâce aux reliefs qui sont proposés là avec les montagnes. L'opposition entre le orange du sable et le bleu du ciel. Au niveau des couleurs, c'est intéressant encore une fois, et on retrouve à nouveau cette opposition bleu et orange qui peut arriver ailleurs dans le film. Ensuite, plan sur le Trocadéro et la Tour Eiffel parfaitement centrée par rapport au Trocadéro, parce que c'est comme ça qu'on l'a construit. Mais du coup, encore une fois, avec les lignes au sol, etc. Bon, alors le bâtiment lui-même est construit pour ça, mais évidemment, il place la caméra au bon endroit, quoi. C'est quand tu filmes cette place, il faut que tu places la caméra parfaitement au centre pour avoir la Tour Eiffel parfaitement alignée et le reste des bâtiments qui arrivent sur le côté. C'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'il a construit la pièce, la pièce entre guillemets. Pour ceux qui savent pas, cette pièce elle est vide. Normalement, les statues qui sont là, c'est les statues que eux ont placées dans le décor. Et donc ils ont fait un truc parfaitement symétrique avec les statues posées bien au milieu des carrés qui font bien exactement la taille du carré qui est au sol. Les lumières postées sur les coins des autres carrés, etc. Enfin, voilà, tout est parfaitement construit pour que ce soit parfaitement symétrique. Il y a aussi les vigiles qui sont placés parfaitement au sol. Ils ont pas eu de chance manifestement le jour où ils ont tourné, il y avait un ciel plutôt couvert et peut-être même de la pluie, mais ça rend très très bien du coup, ça permet de bien distinguer les réflexions sur le sol par rapport aux silhouettes bien noires qui du coup forcément se voient bien par rapport à un ciel qui est plutôt blanc et laiteux en plus dans ce cas précis. Ah puis ça c'est trop beau. Ils ont trouvé l'angle parfait pour que le haut de la tête des petites statuettes là qui sont sur le côté en reflet arrive pile poil là où démarrent les carrés sur le truc et du coup ça ne dépasse jamais cette forme géométrique interne. C'est trop beau. Pour le coup c'est vraiment trop beau. Encore une fois, autour de ce personnage là, une opposition entre des couleurs plutôt blanches, jaunes, on va dire crème peut-être plutôt que blanc, jaune et rouge. C'est des couleurs qui l'accompagnent quand même assez régulièrement. Je vous dis encore une fois, je suis pas sûr à 100% qu'il y ait une couleur pour chaque petite section, mais il y a des petits indices quand même. Et évidemment, voilà, tout le jeu sur les réflexions qui est magnifique, toutes les lignes qui sont provoquées à nouveau dans le décor. Sans le reflet sur la table, si la table avait été mate, on n'aurait pas eu ce retour de la ligne sur le côté, et on n'aurait pas eu une ligne qui fait presque l'intégralité du cadre, et qui ici en plus se reflète presque exactement au milieu de l'image. Donc en fait, il y a quelque chose de très joli dans la réflexion de ces lignes sur le truc. Et puis évidemment, c'est la table elle-même crée ses propres lignes de fuite. Il y a des petits carrés semi-transparents aussi qui sont posés au milieu de la table, je sais pas ce que c'est exactement. Un dessous de verre. C'est intéressant aussi comme ils arrivent à le centrer en le décentrant. Il est centré par rapport au cadre qui est provoqué au-delà de l'épaule du personnage qui est au premier plan. Il est pas centré dans le cadre, il est centré par rapport à ce qui est visible du cadre. Et ça permet de continuer à travailler quelque chose d'assez centré sans faire toujours les mêmes images aussi. Et ici, pour le coup, je pense qu'on a une composition en tiers, classique,
Il doit y avoir Donnie Yen sur un tiers et Skarsgård sur un autre, en mettant l'attention sur le personnage de Skarsgård, puisqu'il est le seul net, parfaitement net dans le plan, alors que tout le reste est flou. Il y a un retour de la couleur bleue aussi dans ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'il a un pins de Hunger Games sur le sur le côté de son truc? Son garde du corps aussi en a un. Ça doit être le symbole de leur clan ou je sais pas trop quoi. Ce que je trouve super drôle, c'est que tu vois que ils ont pas fini les travaux de restauration sur le Trocadéro. Et du coup, t'as le bas complètement clean, bien nettoyé, propre. Et t'as tout le haut du bâtiment complètement dégueulasse. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont utilisé dans le cadre aussi. Les personnages importants ont leur visage en dessous, enfin dans la zone de netteté, dans la zone de propreté, et leurs hommes de main sont plus dans la partie sale du truc. Et d'ailleurs, l'homme de main, ça me fait remarquer. Vous vous en rendez sans doute pas compte. À chaque fois qu'on change un plan, tout le décor et la lumière et tout le reste sont repensés, organisés par rapport à ce plan précis, cet angle précis. Le garde du corps qui est derrière, il est pas du tout au bon endroit. En principe, il est censé être dans le petit carré qui est exactement au milieu. Mais du coup, il serait derrière l'autre vigile, l'autre garde du corps, donc ils l'ont déplacé sur le bord du carré plutôt que de le laisser au milieu et de ne pas l'avoir du coup du tout dans le champ, pour que l'image soit plus belle et mieux composée. C'est pour ça que les faux raccords, c'est pas un truc... Cette émission m'énerve pour beaucoup de choses, déjà parce qu'il y a des trucs qui sont pas des problèmes et pas des faux raccords, qui vendent comme des faux raccords. Un faux raccord, c'est un problème de raccord. C'est un problème entre deux plans qui du coup ne montrent pas la même chose. Et il y a beaucoup de trucs qui montent dans cette émission qui ne sont pas des faux raccords, mais surtout un faux raccord, c'est pas un défaut. Il y a des faux raccords qui sont volontaires et travaillés. C'est pas forcément un défaut. Je faut être précis quand même. Ça peut être un défaut si c'est sur un truc important, genre il y a un mec qui avait une chemise bleue et d'un seul coup elle devient rouge ou un truc dans ce genre là dans le plan d'après. Tu fais oui évidemment ça n'a aucun sens, à moins qu'il y ait un truc particulier au niveau de la mise en scène, mais ça serait vraiment des cas très précis. En général ça n'aura pas de sens. Et il y a des faux raccords qui sont volontaires, qui sont travaillés. Il y a quand tu tournes une scène, tu vas déplacer des meubles, tu vas déplacer des lumières, tu vas déplacer des acteurs, tu vas déplacer, etc. Donc un faux raccord, c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément un problème. Pour dire si jamais vous en détectez quelques-uns, c'est pas forcément un défaut. Faut bien distinguer, est-ce qu'on a fait ça parce que esthétiquement ça rendait le cadre plus joli, ou est-ce qu'on a fait ça parce que effectivement on est mauvais et on n'a pas réussi à faire la continuité dans une scène. Ce qui est rare dans le milieu professionnel, quand même, ça arrive pas si souvent que ça. Mais je me souviens, dans le dernier film dans lequel j'ai vu ça, un faux raccord mastoc, c'était Bad Boys 3, où il y avait un personnage qui était le fils de Will Smith. Pendant tout le film, il a une chemise blanche, et d'un seul coup, pendant le climax, tu comprends pas pourquoi d'un seul coup il a une chemise noire. Au milieu de séquence, il démarre pas la séquence avec une chemise noire, il démarre la séquence avec sa chemise blanche pour faire tout son discours à Will Smith, et dès qu'ils se mettent à se battre, la chemise devient noire, pour la seule fois du film, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Là, ce plan-là, par exemple, on pourrait dire que ça pourrait être un détail sur une peinture du Caravage. Avec ce travail du clair-obscur, notamment, c'est comme si on avait une scène globale avec deux mecs à table qui sont en train de discuter, une scène de bar à l'intérieur, par exemple. Et dans un coin, on avait dessiné un chien, et si quelqu'un avait fait juste un zoom sur le chien, il avait isolé le chien du tableau. La façon de projeter les ombres, de travailler sur des zones extrêmement fortes et d'avoir tout le reste plongé dans la pénombre, là, typiquement, ça pourrait complètement être du Caravage et être un travail, une peinture clair-obscur, quoi. C'est vraiment, enfin, les autres John Wick m'ont pas donné cette impression-là. J'ai pas regardé les autres John Wick comme disant, tiens, ça ressemble à un tableau, ça ressemble à un machin. C'était très esthétique, c'était très beau, mais ça ressemblait jamais à un tableau. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments dans les images et la façon de faire les images en général fait extrêmement Caravage et fait extrêmement peinture en général, quoi. Si ce n'est pas spécifiquement caravagesque. Donc non, il y a vraiment quelque chose dans la photo de ce film qui est extraordinaire. Hein. Ah, là encore, je sais pas quel est ce décor, je sais pas quel genre de bunker ils sont, un truc de la haute table sans doute, mais à nouveau on a un mélange du rouge et du bleu avec une prédominance du rouge cette fois-ci par rapport au bleu comme c'était le cas dans les autres plans qu'on a vus sur le gros bâtiment. Mais j'adore comment, enfin le décor, bon déjà le côté, là encore, brutalisme niveau architectural, la dalle simplement de béton nue, sans aucun détail, avec une arête dure, nette, etc. Il y a tous les néons qui sont au sol, rouges, qui permettent de découper des petits cadres qui ramènent un peu plus de détails quand même dans le décor. Il y a les spots sur le côté qui ramènent une lumière un peu jaune, mais surtout qui ramènent, qui sont avec une certaine pénombre, qui ramènent des lignes à nouveau dans le truc. Et au niveau des lignes, il y a la porte qui est au fond. Je sais pas si c'est des trous de balles, des impacts de balles, qui sont sur ce truc-là, mais c'est un truc très classique hein, de jouer sur un mur défoncé et puis des raies de lumière comme ça qui sortent du truc. Mais j'adore le fait que ce soit composé en cercle et que du coup la lumière arrive autour des personnages. Ils vont sans doute jouer avec ça dans la scène.
Enfin, ça va faire encore une fois un décor qui est extraordinaire. Et encore une fois, on sent la perspective et la profondeur dans ce décor de façon incroyable. C'est dommage que la saga John Wick soit pas en 3D. Quand je vois ce plan-là, c'est un film qui ressortirait extrêmement bien en 3D, ça. À nouveau ici, une belle scène avec au niveau du travail de la lumière et de l'éclairage d'une peau sombre. Gros projecteur rouge bien fat, tu vois dans ses yeux, du coup le blanc de ses yeux prend complètement la lumière rouge. Ça permet du coup d'avoir un très léger halo rouge sur sa peau et tu le distingues parfaitement par rapport au reste du décor, avec le fait qu'il soit net aussi, mais encore une fois au niveau de l'éclairage très joli. Alors là il y a un champ contre champ qui est probablement grugé, je pense pas que ce soit une équipe du SWAT qui soit en train de courir derrière parce que les décors sont pas du tout les mêmes. Le champ sur John Wick, ça a l'air d'être un vieux bâtiment sans doute parisien, le contre-champ c'est une cuisine ou un truc avec des surfaces très métalliques, etc. Et du coup on voit qu'il y a une opposition de couleurs qui est très différente, il y a un bleu vert, plutôt vert. Il y a du vert et du jaune dans le truc de John Wick, et on passe au bleu et au rouge, je crois, dans le truc. Oui, c'est ça, bleu et rouge dans le truc du SWAT, avec toutes les surfaces réfléchissantes pour permettre de faire des super jeux de reflets avec les lumières, etc. et d'avoir une image qui est très intéressante, et qui, bien que en pénombre principalement, et avec des personnages qui sont habillés en sombre et qui vont être en silhouette, permet de les distinguer parce qu'ils sont en silhouette sur un fond qui est éclairé, alors qu'en principe ça devrait être plutôt sombre. Mais avec les surfaces réfléchissantes, tu peux juste mettre le reflet de la lumière derrière, et du coup t'as pas de lumière dans la scène, mais t'as le reflet de la source de lumière qui du coup passe derrière ce qui est sombre, et permet du coup de le distinguer. Là pareil c'est intéressant, le personnage est quasi centré, quand il saute, il arrive quasi au milieu de l'image. Je suppose qu'ils doivent évaluer où est-ce que le cascadeur devrait arriver s'il saute par la fenêtre, etc. et mettre cette zone-là au centre de l'image. Mais on a un angle de prise de vue qui est très décalé par rapport au centre du bâtiment, on est complètement sur le côté, et du coup on arrive à quand même avoir une image décentrée et une composition un peu originale, tout en étant très centré aussi, quoi. C'est ça qui est rigolo. Et en plus, il y a une opposition entre le côté bordélique et chaotique de l'arbre, rectiligne et géométrique de la façade, et puis le néant de simplement la nuit derrière. Donc il y a quelque chose d'assez joli aussi dans cette image-là. Je crois que c'était François Berléand le mec pendant une seconde, mais non, c'est pas lui. Là aussi, très belle composition, parfaitement centrée, mais là pour le coup, je pense que j'ai pas besoin de vous le décrire, hein. Le mélange des lignes horizontales avec les marches, ce qui est sur la table, les lignes verticales de l'église qui permettent de sentir du coup que le bâtiment qui est derrière toi va vers le haut, en évoquant la verticalité, il y a même des flèches qui t'amènent presque à regarder vers le haut, et puis le contraste entre la lumière du soleil levant sans doute ou couchant qui débarque sur la surface derrière, et le côté obscur du coup du reste de l'image. Encore une fois, très belle composition et très belle photo, très belle lumière. Alors là aussi un très joli plan, mais je me demande s'il est pas un peu truqué. Parce que c'est pas souvent qu'on a des soleils comme ça dans Paris. Ça arrive hein, d'avoir des soleils très beaux, très rouges comme ça, ou très orangés en tout cas qui se couchent. Mais c'est pas si courant que ça. Ça fait un petit peu retravailler en numérique, le ciel à remplacer ou un truc dans ce genre-là. Mais du coup, sinon très joli. Et puis une composition en tiers horizontaux cette fois-ci, donc le tiers du bas avec la ville et puis le sol, la terre, et tout le reste réservé au ciel et à la tour Eiffel pour montrer à quel point est-ce qu'elle est grande. À nouveau, un très joli décor, très bétonné. Je ne sais pas où on est exactement, mais c'est très bétonné encore une fois. Travail des lumières un peu néon, mais aussi de projecteurs vert et rouge très opposés. On a aussi du bleu dans le bas de l'image, il y a l'air d'avoir deux niveaux différents à ce truc-là. Je sais pas où ils sont encore une fois, je sais pas où ils ont trouvé des bâtiments pareils. Mais encore une fois, une telle représentation du volume, une telle profondeur, une telle exploitation des décors, l'exploitation de cette flotte du coup qui débarque sur le côté. Je crois qu'on va avoir des plans ensuite, mais c'est un truc qu'on a quasi jamais eu dans la mise en scène de John Wick, travailler avec l'eau, donc ça pourra ajouter quelque chose d'assez intéressant peut-être aux chorégraphies. Ça passe un peu vite, mais c'est intéressant de voir du coup comme ça mélange les différentes couleurs qui sont captées par les gouttelettes d'eau. Et du coup, tu passes à différents types d'ambiances répartis partout dans la pièce. Ouais, t'es dans un coin, tu vas dans une ambiance plutôt verdâtre, une autre plutôt bleutée, une autre plutôt rougeâtre. Et ça peut faire des trucs assez rigolos, et ça va mélanger dans l'image des couleurs qui sont assez intéressantes. Et il y a encore dans ce plan-là un travail avec une lumière qui est filmée et qui arrive directement vers la caméra. À nouveau, on a un très beau travail d'opposition entre les silhouettes et le reste parfaitement éclairé, donc des clairs-obscurs et des contre-jours dans la plupart des plans. Et à nouveau, le sol bien mouillé, mais c'est normal, il y a de l'eau qui tombe. Ce décor-là fait un peu plus traditionnel, parce qu'on a eu quasiment le même, je trouve. Dans John Wick 3, il y avait toute une scène, mais alors qui était beaucoup plus axée sur les jeux avec des vitres et des reflets. Là, on a un peu la même chose, on a quelques vitres aussi un petit peu dans le truc, mais surtout un grand bâtiment très épuré, avec des blocs d'un seul coup, de couleurs notamment. On a un bâtiment qui est globalement bleu,
et d'un seul coup on a un bloc de jaune, et c'est un peu ce qu'il y avait aussi dans John Wick 3. Et puis il y aura sans doute moins de jeux sur la verticalité du décor, parce qu'il y avait quelques jeux sur briser une fenêtre et tomber à l'étage du dessous, par exemple, dans le précédent, donc sans doute que cette fois-ci sera plus sur un seul étage, plus réparti, voilà ce que je voulais dire, dans l'espace. Et encore une fois, on a des sources de lumière qui sont intégrées à l'image avec ces néons un peu partout, mais on voit que ça produit des lumières qui sont très limitées, qui vont pas très très loin. Et il y a un gros jeu sur le reste de la pénombre et sur un effet silhouette sur John Wick dans la plupart des plans. Peut-être... Ah, c'est peut-être ça le truc. Parce que je trouve ça bizarre qu'il travaille autant à le mettre dans l'ombre maintenant. Peut-être que Keanu Reeves est en train de vieillir, que du coup il a besoin d'être doublé plus souvent, et que du coup pour ça, on va le mettre plus souvent dans la pénombre, pour pouvoir mettre la doublure plus régulièrement et éviter de blesser notre Keanu. Donc peut-être, ça peut être une raison pour ce changement un petit peu de lumière. À nouveau, une très jolie opposition entre deux teintes de couleurs, le rouge sur Keanu Reeves et le vert sur le reste du décor. Là, un très joli travail de découpage en silhouette sur Laurence Fishburne. Il y a un projecteur qui doit être un petit peu sur le devant, là, qui amène un peu de lumière sur son visage, mais sinon c'est que de la silhouette, que de la lumière qui vient derrière, et ça fait des lignes. C'est pas juste le bord qui est brillant, mais ça fait il y a un petit pli, là, vous voyez, sur son bras, et ça fait deux lignes bien nettes, séparées, ça fait pas juste un truc un peu flou au milieu, etc. Non, la lumière est incroyablement bien pensée, et puis ça arrive sur le rail en métal qui est sur le côté, et du coup ça ramène à nouveau quelques lignes, un peu de verticalité dans quelques traits, et du coup dans cette, plus que de la verticalité, ça ramène des traits dans cette composition, et on a vu que les traits étaient plus absents quand on était avec les SDF en général. Là, pendant toute la séquence de l'escalier, il y a aussi un très beau travail d'opposition entre lumière jaune et environnement bleu, et les personnages sont vraiment éclairés en jaune très net alors que l'environnement est bleu. Et il y a un plan, notamment au début, la contre-plongée sur l'escalier qui monte jusqu'au dessus, avec la rambarde qui amène ton regard au fur et à mesure, et le jeu sur toutes les silhouettes des mecs qui sont placés au fur et à mesure devant la route. Là aussi, c'est très très beau comme image. Ça pourrait aussi être une peinture, être un tableau, quoi, comme composition. Il y a un côté très centré aussi, toutes les lignes de fuite des escaliers qui montent, etc. Enfin, c'est très 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 beau comme image. Justement, profiter de la nuit pour mettre la plupart des trucs dans l'ombre et jouer sur des reflets très précis qui te permettent de bien distinguer les rambardes par rapport au reste du décor et tout. Ah, c'est magnifique. Et bien sûr, le sol mouillé. Là aussi, une belle composition aux 2 tiers avec Winston, qui du coup est bien sur le côté de l'image. Et du coup, les 2 tiers restants, il les habille avec ce tableau qui représente une sorte de soleil, enfin tout un truc avec des tas de rayons qui partent du milieu. Ça change complètement la texture du mur par rapport à ce qu'il a derrière lui en principe. Alors là, on est revenu au lieu du début, mais on voit que le orange s'est rajouté aux couleurs qu'ils ont travaillé dans celui-là. Il n'y a pas que le bleu et le rouge. On va évoluer petit à petit vers des décors qui seront un peu plus orangés manifestement. J'ai l'impression que parce qu'on voit le contre-champ après, il y a un gros néon derrière. J'ai l'impression qu'en fait, le restaurant qu'on a vu aussi asiatique est dans le bâtiment et que ce bâtiment est derrière ici dans ce plan-là. Donc en fait, ces trois décors ont l'air d'être liés du coup au même endroit. À nouveau, le sol mouillé permet de faire des reflets intéressants avec le plan là encore à Paris où il y a les feux d'arrêt de la voiture qui font du rouge alors que les feux de John Wick font du bleu et du coup se distinguent par rapport au reste comme il est en contresens dans la circulation. Forcément, il y a que des sources de rouge qui arrivent à l'image et il est la seule source de bleu-blanc sur le truc. Donc ça fait quelque chose aussi d'intéressant et le sol réfléchit du coup ces lumières et les diffuse du coup dans le reste du cadre. Un joli plan aussi ici où il avance dans un couloir, probablement à la même rêve partie où il y a de l'eau qui tombe quelque part, tout dans ce genre-là. Et on a un mélange de jaune et de vert, bleu-vert, un truc dans ce genre-là. Il y avait du vert, grosso modo, un des niveaux. Donc à nouveau un beau mélange de couleurs et une belle composition avec beaucoup de lignes de fuite, encore une fois, enfin, beaucoup de choses qui t'amènent à mettre en avant la profondeur du décor. Donc c'est encore une fois un très 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 beau plan. Ensuite, l'environnement où il y a Donnie Yen qui se bat, à nouveau, je pense qu'on est toujours autour du même bâtiment qui est éclairé en rouge. On retrouve les mêmes couleurs, bleu-vert, le rouge avec beaucoup de stries et à nouveau un gros effet de ligne, le orange qui est sur le bord du bassin. Il y a des belles oppositions de couleurs. Le bleu-vert, du coup, mélange de couleurs qui ont leurs deux opposés dans l'image, le bleu et le jaune et le vert et le rouge. Donc en fait il y a plein d'oppositions dans cette image grâce à une couleur qui se mélange aussi un petit peu. Enfin c'est très 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 cool. Puis là un autre plan très graphique avec beaucoup de pluie, de la lumière qui vient vers lui, qui se répand dans toute l'eau, les néons rouges qui se distinguent quand même au fond, etc. Là encore une très très belle image. Ça pourrait être de la peinture aussi quoi.
plus moderne, mais ça pourrait être de la peinture aussi. Et dans les petits plans du combat avec Donnie Yen, on a une résurgence du bleu partout dans le décor, donc c'est pour ça que je vous ai dit, je pense que ça va être le bâtiment qui est éclairé en rouge à l'extérieur, mais qui est bleu à l'intérieur. Possiblement proche du resto ou un truc, je sais pas si c'est le climax du coup, peut-être que ça va être, ce sera un peu ailleurs dans le film. Et on retrouve à nouveau un énorme travail des lignes, notamment verticales ici, sentir la hauteur encore du bâtiment, mais aussi mettre pas mal de lignes qui se croisent et d'angles et de machins genre dans le décor pour bien sentir la profondeur. Les néons qui découpent certains cadres qui sont posés aussi derrière dans le fond. Tout un tas de choses qui permettent de mettre beaucoup de lignes dans l'image, de bien la composer. Et puis ces estampes japonaises ou chinoises qui sont au fond, qui permettent du coup de ramener des taches de rouge dans le décor. Et je vous l'avais dit, c'est un décor qui a l'air de beaucoup mélanger le bleu et le rouge. Les personnages sont légèrement décentrés. Il y a un tiers ou un quart de l'image qui est bouffé sur le côté où il y a la vitrine avec l'armure, oui, je crois que c'est une armure de samouraï, je crois qu'elle est derrière. Et les personnages sont centrés par rapport au cadre qui reste en dehors de ça. Donc il y a encore une fois un petit recadrage qui est intéressant pour avoir un côté centré, tout sans être parfaitement centré non plus dans le cadre. Et que toutes les images soient pas les mêmes. Et puis il y a un peu de jaune aussi avec les plaques qui sont avec les estampes pour permettre de mieux les voir. Voilà, c'est un bonheur pour moi de parler de ces images. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, j'ai enregistré 1h30 de commentaires. Vous vous rendez compte que j'ai enregistré 1h30 de commentaires tellement ces images sont incroyables et j'ai envie d'en parler dans les moindres détails et de les étudier. C'est le talent qu'il y a derrière des images pareilles. C'est pour ça que je peux dire autant de trucs. Il y a toujours des gens qui se moquent. Oh, tu fais tant de minutes sur un truc. Quand il y a du talent derrière les images, les décrire, ça prend du temps, quoi. Et là, il n'y a presque pas un plan de cette bande-annonce, à part les chants contre chants quand ils parlent, qui sont un peu plus quelconques généralement. Mais il n'y a quasi pas un plan quelconque dans cette bande-annonce, quoi. Donc vous imaginez le film ensuite derrière, quoi. Ça va être extraordinaire encore une fois. Enfin, ça va être ouf, ça va être absolument ouf. Voilà du coup, pour une vidéo relax, ça va être super chiant à monter, mais tant pis, je l'ai fait un petit peu en avance cette vidéo. Donc voilà, j'ai kiffé, et vous? Alors, heureux, heureuse, c'est magnifique comme image, et j'avais envie d'en profiter avec vous. Donc voilà, c'était presque plus pour me faire plaisir à moi qu'à vous cette vidéo, mais c'est trop beau quoi, c'est trop beau. Et j'aurai pas le temps de revenir autant en détail sur les images dans le vlog, donc autant le faire maintenant quoi, c'est magnifique, j'attends beaucoup John Wick 4. Je suis toujours un peu déçu par le 3, je l'ai revu et je le trouve toujours un peu mou par rapport aux autres. Il y a un truc qui me dérange dans John Wick 3 et du coup il me reste beaucoup moins en tête que les deux autres, mais John Wick 1 et 2 c'est des chefs-d'œuvre, je peux les revoir autant de fois que je veux, ils sont magnifiques. Donc ouais, John Wick 4, je lui laisse sa chance volontiers, c'est une série qui a fait ses preuves depuis longtemps mais qui continue à vouloir faire ses preuves. À chaque film ils veulent rappeler que non, on fait de l'art putain de merde. Donc voilà ce que j'avais en retour à faire sur cette bande-annonce sur John Wick chapitre 4 qui sortira l'année prochaine. Pour vous dire très clairement la date, le 22 mars, il sortira le 22 mars 2023 chez nous. Voilà la date de sortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a plu de la faire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.